Que je n'avale pas la fumée. Je ne sais pas fumer en vérité. Je me connais, je suis assez curieux pour avoir essayé. Ah, j'ai vu tourner une cigarette qui m'avait l'air un peu particulière. Et je lui ai trouvé un drôle de goût et j'ai tout de suite compris. Et non, j'ai pas fumé quand j'étais jeune alors que j'étais entouré de plein de babacous. Et bonjour, c'est Conscience Masquée, la chaîne YouTube qui se veut éveiller ta curiosité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, d'un sujet d'envergure, que dis-je, d'un sujet polémique qui a déchaîné les passions. Je fais que fumer le jaune et du shit magique. J'allume mon joint, je suis fier de moi, comme si j'allumais la flamme olympique. Et les prises de position multiples. Légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis. Cannabis. Et oui, messieurs, dames, on va parler de la légalisation du cannabis. Encore une fois, j'ai appris plein de choses en faisant mes recherches pour cette vidéo, donc j'espère que vous aussi. Spoiler alert, breaking news, encore une fois, je préfère le répéter, mais cette vidéo n'a pas du tout vocation à être moralisatrice. Je vous mets à disposition le fruit de mes recherches, j'ai essayé d'être factuel et de reprendre les exemples récents que nous avions sous les yeux avec les pays qui avaient mis en place effectivement cette légalisation du cannabis pour voir ce que ça aurait pu donner en France. Mais n'y voyez pas une prise de position personnelle de ma part. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille de croiser les sources afin de vous faire votre propre avis. On va parler principalement de 3 arguments qui reviennent systématiquement dans le débat. Le premier qui consiste à dire que légaliser le cannabis permettrait de mettre un terme définitif au marché illégal qui gangrène certains quartiers et permettrait également de libérer un temps précieux aux forces de l'ordre qui pourraient alors se concentrer sur d'autres crimes et délits. Le second est un argument économique qui consiste à dire que cela permettrait à l'État de faire des économies et aussi d'engendrer de nouvelles recettes avec la taxation des ventes de cannabis. Puis le dernier est un argument qui est plutôt relatif à la santé, puisqu'on entend souvent que le cannabis est une drogue douce qui n'engendrerait pas de méfaits, ou du moins moins d'impact négatif sur la santé que d'autres drogues. Alors qu'en est-il? Je vous laisse avec le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Quant à moi, je vous laisse avec le contenu. Alors le cannabis, le pilon, le shit, la marijuana, tout ça, ok, mais depuis quand? Eh bien sachez que la culture du chanvre remonte à il y a très longtemps. En effet, en Chine, on la date à plus de 6000 ans. Mais à l'époque, détrompez-vous, la plante n'est absolument pas fumée. En effet, le chanvre est un matériau riche en fibres qui va servir pour la construction, les vêtements, les cordages ou encore à fabriquer de l'huile durant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le cannabis aurait ensuite été importé en Europe depuis l'Asie et plus tardivement, des pipes seront retrouvées dans le port de Massilia, comprenez aujourd'hui Marseille, avec des doses de THC qui dépassent alors largement les 0,2 ou 0,3% imposés aujourd'hui, une bonne grosse défonce pour les types. Puis dans l'ouest de la Chine, des archéologues ont trouvé des preuves de fumée de cannabis datant de près de 2500 ans, probablement par des tribus. À partir du 9e siècle et l'arrivée de Charlemagne, la culture du chanvre se développe alors grandement en France. Ouais, je vous avoue que même moi je me surprends à prononcer cette phrase, c'est vraiment inédit. Mais pour le coup, le chanvre va véritablement devenir une plante utilisée massivement. Cela va grandement servir aux avancées majeures que le Moyen-Âge a connues. Comprenez les grandes navigations puisque je vous ai dit que le chanvre sera utilisé pour les cordages des bateaux, mais aussi par exemple pour l'écriture. Puisque figurez-vous que la première Bible imprimée en 1445 était confectionnée à partir de cannabis. Et toujours plus étonnant, déjà avant, les moines copistes rédigeaient des bibles sur du papier de chanvre éclairé par des lampes à huile, extraites elles aussi du cannabis. Et ouais, ça fait beaucoup. Et figurez-vous que la diabolisation ne date pas d'hier, non, puisque l'usage récréatif commence à se répandre, mais les autorités religieuses ne l'entendent pas du tout de cette oreille et vont tout faire pour interdire le cannabis. Le pape Innocent VIII lui-même condamnera alors l'utilisation du cannabis et il sera interdit en 1484. Et spoiler alert, ce dernier fera son grand retour en France avec les temps modernes, puisque l'importance des navires sera toujours plus grande avec les conquêtes et la croissance que cela engendre. Tout cela fait du chanvre une ressource extrêmement précieuse, source de conflits, comparable au pétrole aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est complètement dingue. Les puissances européennes vont alors exporter le chanvre dans leurs colonies, et ils y obligeront même parfois la culture. Puis vient la période de nos fameuses lumières, et là, eh bien, les connaissances sur le cannabis vont se développer. Et pour continuer sur les anecdotes complètement folles, Diderot et d'Alembert décriront le cannabis dans leur encyclopédie comme une plante procurant vertige, éblouissement ou encore une sorte d'ivresse. Quand il y a des fêtes dans le noir, on en voulu, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais l'usage récréatif largement répandu ne va avoir lieu qu'avec les conquêtes napoléoniennes à la fin du XVIIIe siècle. En effet, les soldats français alors en Égypte n'ont pas accès à l'alcool et ils vont alors se tourner vers le hashish pour se détendre. Ce dernier est alors souvent mélangé à de l'opium et tout un tas d'autres substances.
devant l'ampleur du phénomène. Eh bien, c'est Napoléon qui interdira lui-même à ses soldats puis à tous les citoyens français de fumer du cannabis. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est bel et bien ce qui s'est passé. C'est en 1800 que Napoléon décrète cette interdiction à la suite d'une tentative d'assassinat de sa personne par un Égyptien qui aurait été sous l'influence du cannabis à ce moment. Mais comme vous vous en doutez, cette interdiction sera un petit peu bafouée de toutes parts et aura même l'effet d'intéresser de nombreux scientifiques et écrivains à la star de Jacques Moreau de Tours, un psychiatre qui critiquera ardemment ceux qui tentent d'interdire le cannabis sans même l'avoir essayé. Avec des amis écrivains, ils fondent alors le club des Hachichins, dans lequel se réunissent tout un tas de beau monde et d'auteurs très connus comme Victor Hugo, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac ou encore Eugène Delacroix, rien que ça. Ce club a alors vocation à consommer du cannabis et à discuter tranquillement de la pluie, du beau temps. Non. Après, je pense qu'ils avaient des discussions un petit peu plus sérieuses, mais vous avez compris l'idée principale. Et si vous pensez que leur méthode favorite de consommation c'est la fumette, eh bien détrompez-vous. En réalité, ils font alors une sorte de space cake appelée le dawamesque, une mixture sucrée contenant du hashish. Mais breaking news, cette période dorée de consommation du cannabis va prendre fin en 1916 avec une loi en pleine Première Guerre mondiale qui va alors pénaliser pour la première fois l'usage en société et la consommation personnelle de cannabis. Et vous allez me dire, on est en pleine guerre mondiale, alors pourquoi cette loi? Pourquoi à ce moment-là? Eh bien, il y avait des rumeurs selon lesquelles les Allemands fournissaient du cannabis et même de la cocaïne aux soldats français afin de les démotiver. Le cannabis sera alors considéré comme une substance démoralisante pour les soldats français. Et plus tard, la loi française sur les stupéfiants sera votée en 1970 et imposera un double système de mesures coercitives. L'usager est alors considéré comme un délinquant ou encore un malade. Déclaration de guerre aux trafiquants. Cette lutte contre les trafics de stupéfiants est la mère de toutes les batailles. Et alors le cannabis, eh bien qu'est-ce que c'est finalement? Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'ok, c'est une plante. Herb is a plant. Que communément on l'appelle chanvre et que le principe actif du cannabis qui est responsable des effets psychoactifs est le THC, soit le tétrahydrocannabinol. Et si vous pensez que la concentration en THC est identique, détrompez-vous, elle est très variable selon les préparations et les provenances du produit. Le cannabis peut alors se consommer sous plusieurs formes, dont les plus connues sont l'herbe et la résine qui se fument sous forme de joint, sans grande surprise, ou par ingestion comme lors des fameux space cakes dont je viens de parler. Et niveau consommation, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est assez contradictoire quand on sait que la France a une des législations les plus sévères en matière de répression. Le cannabis est la substance illicite la plus consommée dans l'Hexagone avec au moins 800 000 utilisateurs quotidiens au minimum, et ce malgré son interdiction. 54,5% des hommes ont expérimenté le cannabis et environ 40% des femmes. La France est le plus gros consommateur d'Europe de cannabis. Les Français sont les champions d'Europe de la consommation de cannabis malgré 50 années de politique répressive. La consommation n'a alors de cesse d'augmenter d'année en année. En France, le cannabis est donc la substance psychoactive la plus largement consommée après l'alcool, le tabac, la caféine et les médicaments psychotropes, et le premier stupéfiant loin devant les champignons hallucinogènes, la cocaïne et l'ecstasy. Selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 45% des 15-64 ans ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie en France contre 27% pour la moyenne de l'Union européenne. Dans la même veine, 31% des Français âgés de 15 à 16 ans ont révélé avoir consommé du cannabis contre 7% pour le reste de nos voisins européens. On fait donc véritablement office de mauvais élèves. Bon après, est-ce que ça étonne vraiment quelqu'un? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Fumer un joint ou un truc comme ça, jamais. Thérapeutique. Et alors, niveau sanctions, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, comme je vous l'ai dit, l'usage et la consommation de cannabis peuvent être passibles d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Pour le trafic, c'est 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 € d'amende. Quant à la production, elle est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de la même amende. Et si vous pensez qu'on était dans un contexte global de plus grande acceptation de la substance et d'allègement potentiel des sanctions, eh bien, détrompez-vous. Ces dernières années, la tendance semble même être allée à un durcissement des législations. En effet, la loi Marilou de 2003 a prévu notamment la possibilité d'effectuer des contrôles aléatoires ou sur la base de soupçons chez les conducteurs, mais aussi l'obligation de réaliser un test en cas d'accident corporel ou mortel. La loi Dati de 2007, quant à elle, prévoit l'instauration de peines minimales pour les récidivistes. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, plusieurs voix vont se faire entendre et personne n'est vraiment d'accord sur la question. Je suis pour la légalisation encadrée du cannabis. Non, la légalisation du cannabis n'est pas, je ne réponds. À tel point qu'en janvier 2017, 150 personnalités de marketing
Marseille, composé d'avocats, de magistrats et de nombreux médecins, appelle à une légalisation contrôlée du cannabis. Selon un sondage IFOP de 2021, 50% des Français se prononcent en faveur de la dépénalisation du cannabis et 47% d'entre eux en faveur de la légalisation. Les autorités de notre pays en viennent alors à se poser la question de la légalisation de cette drogue dite douce, comme cela est le cas dans nombre de pays comme aux Pays-Bas ou encore plus récemment dans certains États des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'engendrerait la légalisation de cette plante au sein de notre pays? On va reprendre un petit peu les différents arguments les plus connus et qui font le plus débat pour tenter d'y voir un petit peu plus clair. On va présenter d'abord les arguments favorables ou non sur le plan juridique, puis sur le plan économique afin de finir sur le plan social et médical. Et petit point vocabulaire à ne pas confondre, sachez qu'il y a deux écoles. Ceux qui sont en faveur d'une dépénalisation du cannabis, c'est-à-dire d'une suppression des sanctions pénales, jusqu'alors encourues pour certains actes, et d'autres sont en faveur de sa légalisation, c'est-à-dire le fait de rendre l'action de consommer du cannabis légale dans un cadre posé par l'État. Maintenant qu'on sait tout ça, penchons-nous tout d'abord sur l'argument juridique. L'un des arguments phares souvent avancés est que si l'État légalise cette plante, cela permettrait un meilleur encadrement de l'arrivée du cannabis dans notre pays, de sa vente, des quantités vendues, et donc d'une diminution du trafic et de la délinquance, je pense par exemple aux violences ou encore aux règlements de compte. Il est également avancé que cela permettrait de réduire le nombre d'interpellés grâce à la disparition du marché noir. Entre 2016 et 2020, la consommation et la vente de drogue concernent près d'une interpellation sur 5. Sur le papier, parfait quand on sait que la justice est engorgée et que le système judiciaire connaît des problèmes de fonctionnement, on se dit que la solution est peut-être toute trouvée. D'autant plus lorsque l'on sait que près de 90% des saisies de drogue concernent le cannabis, ou encore que sur les 90 000 interpellations qui ont lieu chaque année pour usage de drogue, seuls 20% font l'objet de poursuites pénales. Prison désengorgée, récupération de bon nombre de policiers débordés par le trafic, les arguments ont de quoi séduire. On ne peut pas combattre par la prohibition. La répression, ça c'est sûr, ça fonctionne pas. Pour autant, pour d'autres, la mise en place d'un circuit de production et de distribution contrôlé et encadré par l'État ne mettrait pas fin au trafic. Ils prennent par exemple l'exemple de la contrebande de cigarettes qui persiste malgré l'offre légale. Et l'autre argument qui suit généralement, c'est de dire que la France n'a pas vocation à devenir un mini Amsterdam et donc à devenir un petit peu la capitale européenne qui attire les touristes qui souhaiteraient s'adonner à la consommation de cannabis. Mais alors que nous disent les différents exemples récents en la matière, donnent-ils raison à ces arguments? Eh bien, comme vous le savez, en novembre 2016, la Californie a légalisé à toute personne âgée de plus de 21 ans de consommer du cannabis. En revanche, conduire sous l'emprise du stupéfiant reste toujours interdit et fumer en public expose à des sanctions. Alors, quels enseignements en tirer? Eh bien, c'est un petit peu contrasté. En effet, le cannabis rencontre un tel succès dans les 6 États américains ayant rendu sa vente et sa consommation légale que les producteurs légaux n'arrivent plus à répondre à la demande et le même phénomène semble s'observer en Uruguay. Dans l'ensemble des États-Unis, les plantations illégales de cannabis sont alors en pleine expansion. Alors que la légalisation était censée mettre un terme au trafic illégal, à la violence et aux dégâts environnementaux, aux États-Unis, cela semble tout l'inverse. En effet, la culture illégale de marijuana et la criminalité qui y est associée ont littéralement explosé selon le Los Angeles Times. La vaste étude publiée par le journal affirme que la culture illégale du cannabis a alors atteint une échelle sans précédent. Les cultures illégales empiétraient jusque dans les déserts et les habitants des localités disent vivre dans la terreur du voisinage de ces campements gardés par des hommes armés. Les organisations criminelles y exerceraient alors en toute impunité ou presque. La police serait alors dépassée et ne parviendrait à détruire qu'une infime partie de ces exploitations qui sont relancées du jour au lendemain lorsque cela est le cas. Des images satellitaires montrent alors que des centaines de milliers d'hectares se sont développés en Californie et que les fusillades se sont multipliées, tout comme les braquages, les enlèvements ou encore les assassinats. Certains paysans de la région se disent cernés et n'osent même plus se risquer sur leur propre terre. Les différentes agences étatiques qui sont censées endiguer le trafic manquent alors cruellement de moyens et d'effectifs ou mettent en avant des priorités divergentes, ce qui fait que bon nombre d'habitants ont l'impression d'être complètement abandonnés. De même, du point de vue environnemental, la culture illégale serait une catastrophe. En effet, divers produits ou engrais qui sont alors interdits depuis plus de 25 ans aux États-Unis seraient utilisés dans ces cultures illégales. Les cultures sont également extrêmement gourmandes en eau, qui va alors être pompée sur place ou apportée dans d'immenses camions-citernes. Cela est d'autant plus renforcé par le fait qu'avant, la culture illégale était passible de prison, alors qu'aujourd'hui elle serait simplement passible d'une amende de $5 000 que les trafiquants n'ont donc aucun mal à payer. Alors vous allez me dire que l'exemple américain est assez équivoque, certes, mais qu'en est-il ailleurs? Peut-être que c'est simplement un exemple à part, un exemple singulier qui a été mal géré. Eh bien, pas vraiment. Prenons l'exemple d'Amsterdam, souvent considéré comme un pionnier en matière de légalisation du cannabis.
Là encore, c'est pas très glorieux. Un couvre-feu a été imposé à 2h du matin pour les restaurants et les bars afin de lutter contre la délinquance grandissante dans certains quartiers. De même, la législation prise en février 2023 prévoit qu'il ne sera plus possible de fumer dans la rue dans le centre-ville à partir du mois de mai 2023. L'interdiction pourrait s'étendre aux terrasses des coffee shops si les nuisances ne s'arrêtent pas. Qui plus est, et plus étonnant encore, la ville avait réfléchi à n'autoriser l'accès à ces coffee shops qu'à ses résidents. C'est-à-dire que si un touriste français se décidait par exemple à aller à Amsterdam pour fumer des joints dans les coffee shops, il n'aurait tout simplement pas pu. Et ces différentes mesures ont été prises par le maire de la ville qui dénonce une hausse de la violence et de la criminalité. Il souhaite alors réduire le flux de jeunes fêtards source de problèmes. Et pour la petite info, une loi existe déjà au niveau national pour limiter l'accès des coffee shops aux seuls habitants des différentes villes. D'autant qu'il semblerait qu'encore aujourd'hui, de nombreux coffee shops seraient alimentés par le marché noir et le réseau illégal. En effet, les pays qui ont légalisé le cannabis proposent bien souvent un taux de THC très faible de l'ordre de 7%, alors que dans les réseaux illégaux, on trouve des taux à 29 voire à 30%. On pense donc que finalement, le cannabis illégal continuerait de se vendre en masse, afin de répondre aux habitudes des consommateurs de longue date. Il y en a qui fument pas sur des cigarettes, j'ai encore dîné là. Ouais, voilà. Ça va pas vous aider à bien travailler à l'école. Et l'un des autres arguments qui fait souvent débat dans la légalisation du cannabis est celui économique. En effet, pour certains, la légalisation du cannabis serait une opportunité de créer bon nombre d'emplois, de 20 à 40 000 selon les chiffres. Et si l'on s'en tient au discours de l'ancien maire écologiste de Sevran, Stéphane Gatignon, et de Serge Supersac, qui est un ancien commissaire de police à la retraite, la légalisation permettrait de faire émerger un véritable secteur économique encadré, créateur d'emplois dans l'agriculture ou encore la distribution. Le rapport du groupe de travail du groupe socialiste à l'Assemblée nationale préconisait ainsi la mise en place d'une filière nationale de 53 000 hectares cultivés de chanvre indien, un contrôle de l'importation ainsi que la distribution de cette drogue dans des lieux dédiés. Vous l'aurez compris, c'est un système donc qui entraînerait un regain d'activité pour les agriculteurs, mais permettrait aussi de créer des emplois que pourraient occuper les actuels dealers. Pour autant, d'autres contrebalancent cet argument en affirmant qu'il est naïf de penser que les personnes qui se trouvent aujourd'hui dans l'économie souterraine et dans les tissus illégaux acceptent tout d'un coup de se ranger et de travailler dans la légalité. Certains affirment même que cela boosterait les ventes des autres marchandises illégales et des drogues dites dures, à l'instar de la cocaïne ou encore de l'héroïne par exemple, qui sont plus difficiles à obtenir mais plus lucratives que le cannabis. Encore une fois, si l'on regarde l'exemple des Pays-Bas, cet argument semble effectivement l'emporter. Ainsi, le pays est devenu le premier producteur au monde de drogues synthétiques et un article du Parisien paru le 1er février 2023 titrait « Trafic de cocaïne aux Pays-Bas et en Belgique, la mafia fait régner la terreur ». Les chiffres semblent donc indiquer que les trafics sont en pleine expansion dans tous les domaines et que, comme je l'ai dit précédemment, cela n'a ni endigué le trafic illégal de cannabis, ni restreint celui des autres drogues, mais que tous les trafics ont bel et bien augmenté. D'autre part, souvent, l'argument qui va être avancé, c'est de dire que la légalisation du cannabis pourrait représenter une manière rapide et efficace de remplir les caisses de l'État. Légaliser le cannabis en France pourrait ramener alors de 1 à 2 milliards d'euros de taxes par an. Cela permettrait alors de faciliter l'activité des douanes et de réduire les dépenses en matière de répression policière. Une simple interpellation pour usage de cannabis, ça a un coût social de 3 000 euros. Car les chiffres ont quoi donner le tournis. En effet, la France dépenserait près de 300 millions d'euros pour interpeller plus de 80 000 individus par an, sans compter les frais de justice, de garde à vue, etc., etc. Le coût social du cannabis en France serait alors de 919 millions d'euros annuels, en comptant notamment les morts attribuables au cannabis. Je vous rappelle que c'est quand même 230 accidents de la route par an, ou encore des politiques publiques mises en place pour la répression ou encore la prévention, mais aussi les soins hospitaliers. L'activité policière à elle seule coûterait plus de 500 millions d'euros. Alors, encore une fois, que penser de cet argument? Eh bien, si on prend l'exemple du Portugal, cette fois, qui avait dépénalisé le cannabis en 2000, les effets étaient d'abord encourageants. Effectivement, il y a eu une économie de recettes publiques grâce à la baisse de l'activité policière et une légère diminution du nombre de consommateurs. Mais ça n'a pas été pérenne dans le temps, puisqu'on se rend compte que depuis 2010, les niveaux d'usage de drogue ont globalement réaugmenté, que le cannabis a été particulièrement concerné par cette hausse, notamment pendant et depuis la pandémie de Covid-19. Les résultats de la dépénalisation de la drogue, ça a été l'explosion de la drogue. Petit aparté, pour être allé à Lisbonne récemment, c'est vrai que vous avez énormément de gens qui vous proposent inopinément du cannabis dans la rue. Et étant donné que la hausse de la consommation a repris, les coûts sociaux engendrés par la consommation de cannabis également. Et donc on se dirait que les taxes pourraient permettre potentiellement de rembourser une partie de ce coût social, mais ce coût social serait peut-être également augmenté. Et quand on reprend l'exemple de la Californie, en 2020, on estime que les recettes permises
par les ventes de cannabis ne représente qu'1% des recettes fiscales, ce qui est quand même assez dérisoire. Alors même qu'encore une fois, le coût de santé publique est lui en hausse, avec une augmentation des accidents de voiture sous drogue, des violences ou encore des trafics. On a vu une augmentation de la consommation relativement légère mais réelle chez les populations adultes. Si on reprend l'exemple du Canada par exemple, il faut savoir que le cannabis issu de la culture illégale est 10 à 15% moins cher que le cannabis taxé qui est légal. Le marché illicite a alors une infinie capacité de surenchère et il coexiste donc deux véritables marchés du cannabis, l'un licite et l'autre illicite. Et je vous assure que quand j'ai écouté certains journalistes canadiens, ils assurent que le marché légal est fait pour les bobos et ceux qui ont les moyens de payer leur drogue, mais que bon nombre de gens dans les quartiers populaires restent soumis au marché illégal. Et comme je vous l'avais dit, en Californie, les cultures illégales se sont tellement développées que cela a engendré une surproduction qui l'année dernière a provoqué un effondrement des prix du gros, mettant en péril jusqu'aux producteurs du marché légal. Les producteurs légaux ne parvenaient alors même plus à vendre leur production et ont négocié une réduction des taxes qui leur étaient imposées. Je vais allumer le premier joint de ma propre weed. Ça commence à monter. Il y a trop de théâtre. Passons maintenant à l'argument sur le plan de la santé, du médical ou encore de l'aspect social du cannabis. Parmi les arguments santé, beaucoup de consommateurs affirment que le cannabis est moins dangereux que le tabac ou encore que l'alcool, ou alors même que la substance ne présente pas de mauvais impacts sur la santé. Mais alors, qu'en est-il? Peut-on vraiment affirmer cela? Eh bien, pas vraiment selon certaines études scientifiques sur la question, puisque le cannabis implique quand même de nombreux effets sur la santé. Je vous mets un numéro d'aide si jamais vous ressentez le besoin de parler avec quelqu'un de votre consommation. Pour certains, la légalisation du cannabis permettrait l'encadrement, la réglementation et l'information à plus grande échelle sur cette substance. La légalisation permettrait alors de contrôler la qualité des produits et de mener des actions de prévention qui auraient pour objectif de faire baisser la consommation et les risques qu'elle engendre. Vous doutez bien que si cette plante est largement fumée et consommée, c'est parce que ses effets sont nombreux. Parmi eux, ceux qui sont le plus régulièrement mis en avant sont d'un état modifié de conscience, d'euphorie, de sentiment de bien-être, de relaxation ou encore de réduction du stress, l'émergence de pensées créatives et philosophiques. Certains s'en sont trouvés transportés à je ne sais quel ciel. Pour autant, d'autres effets sont également à souligner, comme par exemple la perturbation de la mémoire linéaire, de la paranoïa ou encore de l'anxiété. Fumer du cannabis peut également provoquer une augmentation du rythme cardiaque, comprenez de la tachycardie, une grande sécheresse de la bouche, les fameux yeux rouges, mais aussi un dysfonctionnement des facultés motrices et de la concentration, un dérèglement de la faim, une perte temporaire de mémoire à court terme ou encore des effets de circulation qui peuvent augmenter les risques d'attaque cardiaque et d'infarctus. Lors d'une consommation régulière et prolongée à l'adolescence, on observe alors une altération des performances intellectuelles et à plus haute dose, le cannabis peut provoquer des distorsions marquées des perceptions du temps ou encore de l'espace. Il y a une hypothèse soutenue également selon laquelle la consommation de cannabis peut mener à la révélation de troubles mentaux comme la schizophrénie, les troubles bipolaires ou encore la dépression. Pas en dépression tout le temps. Mais bien souvent, les consommateurs assurent ne pas être dépendants et beaucoup de gens mettent en avant l'argument selon lequel le cannabis ne rend pas accro. Alors qu'en est-il? Le potentiel de dépendance psychologique au cannabis existe et inclut même des symptômes. Le cannabis serait alors susceptible de provoquer une véritable dépendance avec des problèmes de motivation et une aggravation des troubles psychiques comme je le disais, des anxiétés, des bouffées délirantes ou encore de la paranoïa. Les consommateurs de cannabis auraient alors 41% de chances en plus de développer une psychose et de se retrouver confrontés à l'isolement social. Accroître le risque de développer le trouble va le multiplier même par 4, va considérablement aggraver le pronostic, va aggraver l'intensité des productions délirantes, va multiplier le nombre des hospitalisations, va accroître le risque de décéder par suicide. Et enfin, plus la consommation du cannabis est importante, plus certaines régions du cerveau seraient réduites, notamment celles impliquées dans la mémoire ou encore les émotions. En conclusion, aujourd'hui, le débat fait encore rage quant à une possible légalisation ou pas du cannabis. Politiciens, médecins ou encore personnalités donnent régulièrement leur avis sur la question sans tomber d'accord sur les mesures à mettre en place. Je suis contre la légalisation du cannabis. Je suis pour. Contre. Après mûre réflexion, je suis contre. Nous sommes pour. Je veux que ce soit encadré par l'État. D'autant qu'aujourd'hui, la recherche a permis de mieux connaître le cannabis et surtout de mieux connaître les substances chimiques qui le composent et d'en isoler certaines pour leurs propriétés thérapeutiques. La plus connue d'entre elles, vous le savez, c'est le CBD. En juin 2021, la Cour de cassation française a permis sa commercialisation car on lui prête notamment des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires ou encore sédatives, comprenez relaxation, apaisement ou encore somnolence. Mais encore une fois, ces effets thérapeutiques ne feraient pas l'unité
l'unanimité et sont encore débattues. En effet, selon le professeur Nicolas Autier, les preuves scientifiques de l'intérêt thérapeutique du CBD sont extrêmement rares à l'exception de certaines formes d'épilepsie pharmacorésistantes pour lesquelles un médicament est déjà disponible en France. Si ça en intéresse certains, ça s'appelle l'Epidiolex. Mais selon lui, les allégations bien-être sont quant à elles subjectives et invérifiables. Elles serviraient surtout d'argument marketing et commercial. Et les autorités sanitaires françaises ont rappelé dans un arrêté du 30 décembre 2021 que les produits contenant du CBD ne pouvaient, sous peine de sanctions pénales, revendiquer des allégations thérapeutiques, à moins qu'ils n'aient été autorisés comme médicaments. Certaines études cliniques ont toutefois démontré des interactions neurologiques avec le CBD, qui a donc été étudié pour le traitement de convulsions, d'inflammation ou encore de nausées. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la légalisation du cannabis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quelle est votre position par rapport à ce débat, si certains arguments vous ont fait changer d'avis et ce que vous avez appris. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne ou encore à activer la cloche des notifications. Tout ceci aide vachement pour le référencement et ça permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus YouTube m'en vôtre.